C'est une belle soirée. Eh ben, en tout cas, Ouais. je suis très content de passer ce moment avec toi, Alain. Mais écoute, c'est Alors, réciproque. Voilà, bon, on a eu l'occasion de faire connaissance. Maintenant, j'aimerais bien, si tu veux bien, pour nos abonnés, que tu puisses un peu te présenter. Je pense que les personnes qui vont démarrer cette petite vidéo, bah, ils savent déjà qui ils vont voir et qui ils vont entendre. Oui. Maintenant, voilà, Alain Barran, qui est-ce? C'est quoi ton histoire? Ah, mon histoire commence très tôt, à ma naissance. C'est un bon début, non? On va déjà démarrer. Il faudra aller un peu plus vite. Hein. Oui, mais voilà, et par chance pour notre séquence ici, je n'ai aucun souvenir pratiquement entre ma naissance et, on va dire, à partir de mes 8 ans. Donc voilà. Et je vais plonger très vite dans l'univers d'Hergé et de Tintin, ça je le sais, parce que heureusement ma mère l'a écrit dans ses mémoires, et je sais que très vite elle me lisait les albums Tintin. Donc disons que le souvenir lié à Hergé, c'est évidemment les albums Tintin que je commence à lire très tôt, mais il y a aussi ce souvenir en 1960, très exactement en janvier 1960, ma mère m'offre un cadeau pour mon 9e anniversaire qui sera bientôt qui arrive bientôt, et elle me fait aller au studio Hergé. Et alors, moi je suis... On habite tout près, hein, on habite à moins de 5 minutes des studios Hergé. Tu as 9 ans alors hein? Je n'ai pas encore 9 ans, je vais les Tu vas avoir un mois plus tard. Oui. Et elle m'emmène au studio Hergé rencontrer le papa de Tintin et rentrer dans son univers. Et là je dois dire que, mon Dieu, quel choc! Quel choc de dire ah, je suis là où se créent les albums Tintin. Alors, et tu vois tout, donc c'est une de ces coloristes qui t'accueille, c'est Josette? Oui, je pense bien que c'est Josette Beaujeau parce qu'elle me le rappellera des années après lorsque elle m'accueillera pour mon premier jour au studio. Voilà, en tant que secrétaire, alors à ce voilà, moment-là, donc c'est beaucoup plus tard, évidemment. Mais donc tu vois le fétiche, voilà, dans la vitrine, etc. Voilà. Je vois tout, je suis déjà très impressionné. Les objets et moi, je cherche les personnages parce que j'ai vu qu'il y a des chapeaux melons accrochés au porte-manteau et je me dis, oh, les Dupont sont là. Et ils étaient là apparemment, mais je ne les ai jamais vus. Donc, dans l'univers d'un enfant, c'est quand même un moment extraordinaire. Et alors, ma mère et Hergé ont une conversation d'adultes que je n'écoute même pas. De toute façon, j'aurais rien compris à leur conversation, donc je ne peux pas me dire un souvenir précis à ce sujet. Le souvenir dont je me souviens bien, c'est d'avoir Hergé me montrant les planches du futur album qui est Tintin au Tibet, qui n'est pas encore sorti, si je me souviens bien. Mais surtout, il me fait ce cadeau extraordinaire de l'album Objectif Lune. Alors là, de nouveau, voyager dans l'espace, quel rêve pour un enfant. En plus, j'ai un peu la magie de Brel dans ma tête, etc. Donc, tout cet univers me parle. Et donc, il m'offre ça. Et là, vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, je me suis rendu compte de quelque chose qui était absolument étonnant. Quelque chose de prophétique, je crois. Voilà. Oui. Vas-y. Sa dédicace dans l'album, c'est pour Alain en souvenir de sa première visite au studio Hergé. À croire qu'il savait déjà que tu allais revenir. Une intuition, une prémonition, comme m'a dit un journaliste un jour. C'est incroyable et je m'en suis rendu compte en écrivant ce livre. C'est dingue. Hein? Avant, je n'avais jamais fait attention à sa première visite. Et donc 17 ans plus tard. Et alors, bon, 17 ans plus tard, j'arrive au studio Hergé. Bon, mais tu n'arrives pas, alors on va quand même, on va être correct, on va être complet. Oui. Tu n'arrives pas tout de suite, non. de tes 9 ans à 26 ans dans les studios. Non. Il y a d'abord une petite période où tu vas
Ah, tu vas rencontrer un autre grand homme. Oui, et Maurice que Béjart. je ne m'attendais absolument pas à ça non plus. Bon, honnêtement, j'étais assez doué pour la danse, mais la danse, je veux dire, qui n'est pas une danse professionnelle. Donc le fait de la musique me donne envie de danser, donc c'était immédiatement quelque chose de passionnant dans ma vie, dans mon existence. Ma mère connaissait Béjart. Il avait fait un ballet dans lequel intervenait la pensée du Théâtre de Chardin, qui est un des grands théologiens français du XXe siècle, qu'elle avait rencontré en Chine. Et donc une amitié est née de cette rencontre. Et un jour, ma mère m'amène à quelques ballets. Beaucoup d'entre eux sont sur de la musique contemporaine. Et là, je dois avouer très honnêtement que je ne suis pas fan de musique contemporaine classique. Donc voilà, je les regarde et je peux même dire que je m'ennuie un peu. Et puis il y a la 9e symphonie de Beethoven, chorégraphiée par Béjart. Là, tout à coup, on découvre. Mais ce n'est pas encore ça qui m'a attiré. C'est un jour, on est à Pâques 1968, je viens d'avoir 17 ans, et j'ai un ami de ma mère toujours qui compte faire un documentaire sur Béjart et un ballet qu'il vient de créer qui s'appelle Baudelaire. Maurice Béjart, c'est l'histoire d'un garçon de Marseille né en 1927 qui entre dans la danse sur recommandation médicale et révolutionne les codes du ballet classique. Formé par Roland Petit, sa découverte de la musique concrète le lance dans sa carrière de chorégraphe. En 1960, il crée le ballet du XXe siècle avec lequel il parcourra le monde et les danses. Le boléro, le sacre du printemps et le gabal ou le presbytère sont quelques-unes de ses créations écrites avec fulgurance jusqu'à sa mort à 80 ans en novembre 2007. Ça sera une découverte pour moi, Baudelaire, déjà, qui va me fasciner. Mais je rentre dans l'antre de la création. J'entre dans l'antre de la création et je suis complètement captivé par cet univers, par aussi une famille de danseurs. On sentait qu'il n'y avait pas de hiérarchie, etc. C'était vraiment une famille de danseurs autour du créateur qui était le père. Oui, le père. Et donc, j'ai cette joie d'être confronté à cet univers immédiatement et profondément. Et j'ai un choc tel que j'ai dit, mais je vais danser, je vais rentrer dans sa compagnie. Mais j'ai 17 ans, c'est de la folie, c'est impensable. Un garçon ne commence jamais à apprendre, c'est de la danse classique, la base est classique. Un garçon ne commence jamais à cet âge-là. Au plus tard, c'est 13-14 ans, au plus tard. Donc, tu avais des prédispositions? J'avais déjà une marche de canard. Dans la rue, c'est vrai que moi qui étais timide, fréquemment, je croisais des écoles de filles de la direction qui allaient dans le sens inverse de moi dans la rue, et j'entendais « Ah, voilà Charlot, ah, le canard est là ». Et moi, timide, je longeais les murs tellement j'étais gêné, j'étais rouge, et ça m'avait marqué. Et ça m'a d'ailleurs joué des tours un certain temps dans mes premières amours d'adolescent, où je dis « Oh là là, je ne vous ai pas abordé. Hein. » Oui, je ne vous ai même pas abordé. J'allais de nouveau être... Si elles avaient su qu'elles allaient mettre un vent, un danseur de Béjart. Mais tu sais que je vais te raconter quelque chose après. Et donc bon, je dis « Moi, je vais danser ». Et mon entourage, ma mère me dit « Tu as envie de danser ? Danse ». Là, elle était comme ça. Et je dis bon, « Très bien ». Mais dans mon entourage, on me dit « Mais Alain, tu es fou ». Et je l'ai fait. Et 3 ans après, je suis rentré dans la compagnie de Béjart. C'est impressionnant. Et alors, j'ai une anecdote très amusante à ce sujet qui n'est pas dans le livre. C'est qu'un jour, on a une représentation, je ne sais plus quel ballet, bon, peu importe, à Forêt Nationale. Et un peu avant de se préparer pour danser, je vais dans la buvette qui est à côté qui est dans l'enceinte de Forêt Nationale, et je commande quelque chose et j'ai 2 petites jeunes qui viennent vers moi, qui me disent « Oh, vous êtes Gordier Don ». Don, c'était
l'étoile absolue de la compagnie. Et j'ai dit non, je ne suis pas Don. Non, vous êtes Don, s'il vous plaît, donnez-moi un autographe. Et j'ai dit mais je ne peux pas, je ne suis pas. Et j'ai senti de la déception. Et j'ai dit non, je suis désolé, donc je suis parti. Et après coup, je me suis dit mais non, une pipe. Elles vont m'en vouloir parce qu'elles sont certaines que je suis Don. Et je ne lui ressemblais pas. Et bon, tu sais, quand tu vois des gens sur scène, tu ne peux pas vraiment le voir. Et le danseur, il avait un type bien particulier, tu vois, avec les cheveux longs, etc. Et donc, je me suis dit, mais ces pauvres, elles en veulent à Don, qui n'a pas accepté. Et j'ai dit, mais j'aurais peut-être dû leur donner cet autographe et elles auraient été heureuses, tu vois. C'est révélateur, enfin, c'est ce que je ressens, voilà, je ne sais pas si ce sera filmé, mais il y a chez toi une profonde modestie qui se ressent quand on lit ton livre, ta biographie, et puis voilà, cette anecdote que tu viens de nous livrer, c'est révélateur finalement aussi de la personne que tu es. Oui. De se dire, bah voilà, j'ai fait des choses, mais je ne m'attribue pas des mérites qui ne me reviennent pas. Je n'en tire pas et pourtant, vu ton parcours, tu aurais quand même des raisons de dire, bah allez, c'est quand même pas... Il est atypique. Il est atypique. Je crois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui diraient, ouais, j'aimerais vivre, quoi, ne serait-ce que le 10e. Oui, je sais. Mais c'est ce qui a aussi provoqué cette relation extrêmement forte entre Hergé et moi, et qui a commencé très tôt. Hein. Je l'appelais Georges, parce que je le connaissais surtout sur le nom de Georges, et lui m'appelait Alain, on se tutoyait depuis mon enfance, ce qui est déjà en soi un événement, parce que à l'époque, tout le monde se vous voyait. Oui, est-ce qu'il ne vous voyait pas Bob Demore? Il vous voyait Bob Demore, il vous voyait tout le monde. Bon, une seule personne le tutoyait, il la tutoyait, c'était sa petite cousine, qui était coloriste. Mais tout le monde, tout le reste, vous voyait. Mon arrivée au studio Hergé, elle a été très... Non, ah oui, je sais, voilà, je vois où on en parle. On fait juste une petite pause pour revenir à ça. On parlait de modestie. Et c'est quelque chose que nous avions beaucoup en commun, Hergé et moi, un sens très aigu de l'humilité, de la réserve et de la pudeur. C'est ça. Et donc, on n'avait même pas à se le dire, à s'expliquer à ce sujet. C'était quelque chose qui était complètement naturel. Et ça aura beaucoup aidé je veux dire ma carrière, mais j'aime pas le mot, mais mon passage dans son univers, et surtout à ses côtés, parce qu'on n'avait pas à se le dire, on le savait d'emblée. Et ça a énormément joué en faveur d'une complicité incroyable entre nous, quoi. Et c'est vrai que ça aussi, on le comprend quand on te lit. Il y avait, comme tu dis, il y avait une complicité, vous parliez le même langage. Exactement. Et on n'avait pas besoin de le formuler parce qu'on le savait d'office. Et ça, je veux dire que c'est un privilège. Hein. Du coup, à 26 ans, tu vas être papa, ou tu es papa, et tu prends la décision d'arrêter le ballet. Oui. Et c'est là que ton frère te dit, mais tu sais, Hergé est à la recherche d'un secrétaire particulier, puisque c'était Baudouin Van den Brandt. Baudouin Van den Brandt qui était pendant 20 ans il faut le dire, son génial secrétaire particulier, avec une plume incroyable, une intelligence et une finesse vraiment hors pair. Malheureusement, il avait eu une thrombose, il ne pouvait plus travailler. On pensait que ça serait momentané, mais il ne pouvait plus travailler et sa femme l'a remplacé dans un premier temps, pensant que tôt ou tard, ils allaient pouvoir retravailler ensemble. Et donc, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Pour Hergé, la sauce n'avait pas pris entre lui et la femme de Baudouin Van den Brandt, et il ne savait pas comment régler cette question parce que c'était très délicat en plus. Tu vois. Mais à un moment, il n'en pouvait plus, il a dit non, il faut que j'arrête. Et donc voilà, un concours de circonstances. C'est là que tu arrives. Incroyable. Et voilà, on en saura plus en lisant le livre. Oui, enfin pas tout, voilà, c'est ça. On va pas mais, tout, il faut laisser la possibilité aux gens de le découvrir. Oui, et c'est ça. Et puis le fait est que, donc on a une conversation, il m'invite dans un des plus beaux restaurants de Bruxelles à l'époque, il s'appelle la Cravache d'Or, et la conversation vient très vite sur le travail. Pour lui, la décision est prise.
Donc à la limite, je n'aurais qu'à dire, mais oui, bien C'est sûr. ça. Mais non, il veut aussi s'assurer parce qu'il me dit, oui, mais peut-être Alain, ça va être difficile pour toi. Tu as Derrière été un bureau, danseur, ouais, tu as été tu as voyagé toute ta vie de danseur, tu as voyagé 9 mois par an, etc. Tu étais toujours à l'étranger, sur les scènes les plus extraordinaires et tout. Et là, tout à coup, tu vas être derrière un bureau, mais tu vas t'ennuyer. Je dis, m'ennuyer dans l'univers d'Hergé, comment? C'est inimaginable de Parce que m'ennuyer. pour toi aussi, la décision était prise. Ah oui, moi, c'était évident. Lui, sa proposition était Oui, ferme. c'était Et évident. toi, la réponse était déjà Oui, j'avais refusée. oui, c'était évident, j'étais déjà là-bas. Et donc, et alors, il y a une chose qui m'a dit aussi, et qui était quand même très révélatrice, alors qu'il était encore en pleine forme et tout, et il m'a dit, il y a quand même une chose que je dois te dire, je ne peux pas te promettre d'avenir. C'est ça. Et- Parce qu'après moi, Et avec le recul, voilà. là aussi, c'était Prémonitoire. c'est une prophétie, oui. Ah oui, c'était promis. Mais de nouveau, j'ai dit, mais Georges, moi, c'est pas ça qui compte. Moi, ce qui compte, c'est d'être à tes côtés le temps que ce sera possible, autant que ce sera possible, tu vois. Mhm. Et je ne me faisais pas un plan de carrière. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Et ce n'était pas ce jour-là que j'allais commencer. Merci. Alors bon, on laissera les lecteurs découvrir tes débuts. Oui, intéressant. Intéressant, Très intéressant. auprès d'Hergé. Bon, tu vas quand même très vite maîtriser les codes. Alors, la disparition d'Hergé aussi. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est savoir, finalement, pourquoi, aujourd'hui, tu publies tes souvenirs. Ah, ah. Qu'est-ce qui t'a motivé? Ah, bonne question. Ben, au départ, je veux dire que quand j'ai dû quitter cet univers, donc on fait un grand bond en avant déjà, mais quand j'ai dû quitter cet univers, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, comme on le sait. Mais voilà, j'étais contraint de laisser mon manteau au studio Hergé et j'avais quand même un peu de colère et de rancœur parce que je trouvais que c'était injuste. Et donc, je vais dire heureusement, mais je dirai pourquoi après. Heureusement, j'ai écrit, j'ai pris des points de repère, j'avais des dates, j'avais des noms, etc. Et voilà, donc j'avais déjà consigné toute une série de souvenirs bien précis sur toute cette période, avec Hergé et sans lui après. Et à un certain moment, et dans ce récit, il y avait de la rancœur, je dis, de la colère. Et à un moment, je me suis dit, mais Alain, c'est pas ça que tu veux faire. Si tu es au service d'une œuvre, tu t'es mis au service d'un homme, c'est pas pour commencer à faire des règlements de compte. Et donc, j'ai mis ce que j'avais écrit dans un tiroir. C'est ça. Et ce tiroir est resté fermé très longtemps. Et j'en suis ravi. Parce que quand j'ai recommencé à me dire, tiens, à la fin des années 2000, je vais dire, j'ai commencé à me dire, tiens, et si je reprenais ça, et j'ai relu ce que j'avais écrit, j'ai dit, mon Dieu, heureusement que je n'ai pas voulu aller plus loin. Parce que c'était pas ce que je voulais faire. Mais c'est un livre qui est plein de tendresse, d'humilité aussi, mais j'ai perçu aussi comme parfois certaines petites pointes de regret, notamment lorsque tu abordes la question de ton amitié avec Bob Demar. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à Bob si tu avais l'occasion de le revoir? Voilà, alors je l'ai d'ailleurs écrit dans le livre et donc je vais simplement schématiser ce que j'ai dit. Je veux dire, notre amitié a été immédiate quand je suis arrivé au studio Hergé. C'était impossible autrement. C'était un homme délicieux, plein d'humour, de sagesse, de simplicité aussi. Et il n'avait aucune ambition personnelle. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a consacré toute sa vie à son maître qui était Hergé. Des Jacques Martin quand même, créateur, des Roger Leloup, Azara et d'autres encore ont à un certain moment eu ce besoin de créer leurs propres œuvres. Et c'était tout à fait normal. Et Bob a toujours privilégié celle d'Hergé au détriment de la sienne. Et bien sûr qu'Hergé était très reconnaissant.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui a permis aussi de continuer à écrire, à développer ses propres aventures, ses propres albums, en remerciement. Et donc c'est cet homme que je rencontre et que j'aime aussi parce que je connais ses ouvrages que j'ai vus avec bonheur dans mon enfance. Mhm. Et donc voilà, et l'amitié est immédiate. Et hélas, ce qui a commencé à l'atteindre sérieusement, c'est le jour où Fanny lui donne la maigre matière que Hergé sur laquelle Hergé avait travaillé et lui propose de terminer, entre guillemets, terminer, parce qu'on était loin de la terminer. Et quand il a vu ça, parce qu'il ne connaissait pas le contenu, Hergé avait demandé qu'on garde ça, que ça ne soit pas divulgué. Oui. Voilà. Et quand il le découvre, on est en 86. Donc on est déjà 3 ans après la mort d'Hergé. Il y a eu d'énormes polémiques autour de parce qu'Hergé avait commencé à toucher, à dire quelques mots sur cette nouvelle aventure, mais sans plus. Et donc là, tout à coup, c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait lui faire, Fanny. Et on peut imaginer sa joie profonde et ce bonheur que c'est pour lui de dire je vais pouvoir rendre cet hommage à Hergé. Et moi, je suis l'intrus qui vient casser ce rêve, ou en tout cas qui ne peut pas l'accepter. Et qui rappelle que Hergé avait plusieurs fois répété que sans lui, pas. Et ce qui est triste, c'est que Bob, parce que des journalistes lui avaient posé la question, et Bob a dit, mais moi, Hergé ne m'a jamais dit qu'il ne voulait pas qu'on continue. Donc, tu vois, il n'y avait pas eu cette même complicité, je dirais, au point de lui dire, vous savez, Bob, je ne peux pas vous promettre que vous pourrez continuer ou quoi. Il n'en avait jamais parlé. Et puis Hergé devait encore vivre une dizaine d'années. Donc tout ça n'était pas prévu. Et hélas, ce qui a vraiment mis un terme à notre amitié, c'était très triste, c'est qu'un jour, moi je me suis fâché avec Fanny et je lui ai dit, je jette l'éponge. Je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Je jette l'éponge et Fanny a dit, non, je ne peux pas. Et elle a dit, je vais faire quelque chose de très dur, je vais reprendre ma parole. Et mettre fin au studio. Et mettre fin au studio en même temps. Et là, c'était la fin de notre amitié. Et si j'ai un regret essentiel dans ma vie, c'est celui-là, par rapport à Bob. Parce que c'était quelqu'un, voilà, de délicieux, pas d'ambition personnelle. Donc, tu vois, il ne cherchait rien d'autre que rendre hommage. Et j'ai cassé ça. Je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. On va repartir par là. D'accord. Bon, bah du coup, Alain, tu as bien compris qu'à moins de passer toute la nuit ici, il y aurait de quoi. On ne pourra pas parler de tout ce que tu nous racontes dans tes souvenirs, dans ce livre. Mais il y a quand même un passage qui, moi, m'a particulièrement plu. Et j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. C'est que c'est toi qui as été le premier, à la demande d'Hergé, qui a été rencontré Steven Spielberg. Voilà. Je ne crois pas que vous vous rendiez compte que vous allez au-devant de grands dangers. Regardez ça. La licorne. Quel secret renfermes-tu? Il a négocié les droits d'adaptation. Oui. Donc voilà, ça s'est fait en 2011, mais est-ce que tu peux un peu nous en raconter 2011, en 1982. Oui, mais le film, le film finalement est sorti en 2011, oui. mais tu pensais qu'il allait sortir beaucoup plus tôt, parce que Spielberg était prévu. C'était prévu. Raconte-nous un petit peu. Il voulait le faire très rapidement, ce film. Le premier, en tout cas, parce qu'il voulait en faire 3. Pas diriger les 3, mais produire 3 films. Donc là, il venait de réaliser E.T. C'est ça? Oui, E.T. E.T., oui. E.T. il faut t'habites à New York. oui, attends. E.T.
On parle en version originale Oui, ici. oui, Hein. non. Mais donc, et oui, il venait de succès colossal de E.T. Et déjà, la première chose, c'est que, bon, pourquoi je vivais moi et pas Hergé? Parce qu'Hergé est déjà fort atteint par la maladie et la faculté lui interdit de voyager, disant que ce serait audacieux. Donc il ne le fait pas et il me dit, Alain, veux-tu avoir l'obligeance d'aller à ma place? Je dis, oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je n'ai pas dit ça du tout, hein. Mais j'étais évidemment très fier, très heureux. Et donc voilà, j'ai rencontré Spielberg à Burbank, où était le studio Universal. Et il avait, alors à l'époque, il avait encore comme bureau une sorte de bungalow. Il n'avait pas encore, après, la fois suivante où je l'ai revu, il avait une énorme hacienda. Après le succès phénoménal de E.T., les studios Universal lui ont offert une véritable hacienda pour ses studios, enfin pour ses bureaux, quoi. Et donc la rencontre a lieu et je découvre un homme d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une humilité. Et je dis, mais non d'une pipe, les caractéristiques sont les mêmes que celles d'Hergé. Il s'intéresse à l'homme, même plus au départ à l'homme que son œuvre. Parce qu'il veut connaître, il veut ressentir cet homme dont il va s'inspirer, de l'œuvre duquel il va s'inspirer, mais il veut d'abord connaître l'homme. Et ça m'avait déjà fort frappé. Et effectivement, relax tout de suite. Tu vois, tu es accueilli comme quelqu'un déjà qui fait partie de la maison. C'est quand même fabuleux, hein. Et donc le soir, après la réunion, je rentre et j'appelle, parce qu'il attendait mes impressions, Hergé évidemment. Je rentre à l'hôtel, je l'appelle immédiatement, et la première question qu'il me pose, c'est dis-moi, décris-moi Spielberg. Quel homme? À quoi pense-t-il? Comment tu le ressens, etc. Ça ne l'intéressait pas du tout de savoir le business. Est-ce que vous avez déjà commencé à parler? Non, il voulait en savoir plus sur l'homme. Donc deux hommes qui, chacun de son côté, voulaient en savoir plus sur l'autre. Mais ils s'admiraient, hein, parce que finalement, Spielberg admirait Hergé, et Hergé avait découvert dans Duel. Voilà. Et il était prêt à laisser une carte blanche finalement à Spielberg pour réaliser son film. Tu sais, heureusement qu'on en a parlé, Hergé et moi, parce que très vite, nous avons eu une proposition pas de contrat, mais des grandes lignes d'un contrat. Et parmi les grandes lignes, il y avait un point qui, moi, m'avait choqué, c'est que Hergé reconnaissait accepter de renoncer à son droit moral. Donc le droit moral, c'est quoi? C'est je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, vous devez faire ceci, vous devez changer ça, et si vous ne le faites pas, je romps le contrat. C'est le principe du droit moral. Mais il faut savoir aussi qu'en Amérique, on ne reconnaît pas le droit moral. Il n'existe pas. Un auteur n'a pas de droit moral sur son œuvre. Donc déjà, ça aurait pu être un point de rupture. Et j'ai dit, heureusement, j'en ai parlé avec Hergé fin février 2023, date à retenir, fin février 2023. Et il me dit, oui, Spielberg, je l'admire, c'est un créateur, je ne veux pas lui imposer ma propre vision, parce que moi... Fin février 2023. Fin février 2023. Et il dit, parce que moi, j'ai essayé à un certain moment de travailler sur un scénario notamment de Greg, qui est un merveilleux scénariste. Il a dit, je me suis senti prisonnier
de la création de quelqu'un d'autre. Et je ne voulais pas que quelqu'un d'autre m'impose mon univers, quoi que ce soit. Et donc, si moi, je ne peux pas accepter qu'on m'impose quoi que ce soit, pourquoi moi, je peux imposer ça à un créateur? C'est ça. Donc, Spielberg est un artiste, on lui laisse... Oui. Voilà. Et je pense qu'il a même dit, voilà, peut-être que je serai trahi, mais ce sera sa vision. Oui, et il n'a même pas parlé de trahison, il a dit, peut-être que... Non, il est fort probable que je ne reconnaisse pas mes personnages. Tu as raison. Et donc, ça dit tout. Mais il a du génie, c'est un créateur, je veux lui laisser toute sa liberté. Alors quand tu regardes le film en 2011, donc longtemps après, quand tu regardes le film, tu dis « Ah oui, tiens, la toute première partie, je l'adore. » Place du jeu de dans balle. le place de jeu de balle, les rues de la ville, etc., la poursuite dans la ville et tout, c'est super chouette. Et après, au fur et à mesure, Spielberg se fait plaisir. Et donc voilà. C'est à ce moment-là qu'on voit que Hergé a accepté de lui laisser toute sa liberté de créateur. Et selon toi, il a bien fait? Il l'a bien fait dans la mesure où de toute façon, il n'avait pas le choix, mais il a bien fait dans le sens où il a accepté que ne pas reconnaître ses personnages ou voir certaines choses. Par exemple, là, Spielberg s'amuse quand il fait ses grandes poursuites dans la Médina, ou je ne sais pas. Oui, je crois qu'il y a un combat de grue aussi. Ça, qui est intéressant en tant que tel, mais il n'a plus rien à voir avec l'univers d'Hergé. Donc c'est Spielberg qui s'amuse. Mais il le fait en toute honnêteté. Voilà. Et donc ça, je trouve que ça valait le respect. En tout cas, dans le livre, moi, c'est vraiment les passages qui m'ont le plus intéressé. C'est toute cette rencontre avec Spielberg, les négociations, les droits. Voilà, moi, n'étant pas juriste, j'ai découvert plein de notions qui m'étaient totalement étrangères. Et je trouve ça fascinant que voilà, le jeune homme que tu étais à l'époque ait réussi à porter ce projet. Alors là, on est devant un autre projet, le musée Hergé, parce que, je pense que tout le monde l'a compris, on est à Louvain-la-Neuve. On est déjà suffisamment passé devant, au cas où on n'avait pas compris. Voilà. Tiens, je connais. Quel regard tu portes finalement sur l'après-Hergé, donc 2024 Alors, un peu, c'est quoi disons, bon, simplement, on regarde ça, on ne peut pas être autrement qu'émerveillé de voir ça. Déjà ça en soi, c'est de toute beauté. La seule chose que moi je regrette personnellement, et je respecte Fanny dans sa décision puisqu'elle est de toute façon la légataire universelle, je trouve qu'elle a le droit, elle a le droit de décider quelque chose et on peut ne pas être d'accord, mais on le respecte. Et ça, je dirais que voilà, je respecte cette vision, mais personnellement, quand je sais par exemple que quand on est venu proposer à Hergé à Bruxelles de faire un musée Hergé, il a dit, ça le gênait, et il dit mais il y a suffisamment de créateurs en Belgique, il faut faire un musée de la bande dessinée belge. Et de toute façon, il aurait été plus enclin à vouloir un musée Tintin, pas Hergé. Le centre belge de la bande dessinée, donc le musée de la bande dessinée maintenant, parce que je pense que c'est le musée, c'est aussi un projet que tu as poussé. Voilà. Bon, il y a déjà le film, il y a ça. Donc, intimement faut pas nous en vouloir, on ne pourra pas tout aborder. Alain a fait des choses extraordinaires, il faut vraiment lire J'ai ce surtout livre. la chance d'être en plein dedans à un moment. Avec un petit coup de pouce royal quand même. Oui, un tout petit. Voilà, un petit coup de pouce royal. Mais donc, pour revenir à cela, tu vois, le musée Hergé tel qu'il est là maintenant, c'est le regard de Fanny sur son mari qui pour elle est un artiste. Hergé ne s'est jamais pris pour un artiste. C'est ça. Et il a toujours dit, c'est pour ça que je m'appelle Hergé, parce que je dessine, je crée des histoires pour des enfants, et le jour où je serai un artiste, alors je signerai Georges Remy. Et en fait, Fanny l'a mis au rang d'artiste en disant, regardez, il faut qu'on admire son travail, etc. Et je veux dire, tout respect, mais personnellement, ce n'est pas la vision que j'aurais eue, parce que moi, mon but dans toute cette gestion que j'ai eu à mener pendant ces années après la mort d'Hergé, c'était de garder le contact avec la jeunesse. C'était la priorité absolue pour moi. Donc si demain, par un coup de baguette magique, tu devais être le nouveau responsable de Tintin Imagination, de Moulin Sarr, appelons-le comme on veut, quelle serait ta première décision?
J'ai une petite idée Oui. de ce que tu viens de me dire. Oui, mais, oui, oui. On repartirait sur un musée Tintin. Oui, ah oui, ça d'office. Et de rentrer dans cet univers. Comme je l'écris d'ailleurs dans le livre, moi, mon idéal de musée, donc ça aurait été Tintin, l'univers de Tintin, et je le voyais à Bruxelles déjà. Et je veux dire, j'admire beaucoup ce musée en tant que monument, on va dire. Mais pour moi, que je l'ai déjà dit, ce sera un futur musée d'art contemporain. Parce que mon impression, c'est que tôt ou tard, je ne sais pas si le public va continuer à... Comme on ne régénère pas le public des albums de l'œuvre d'Hergé, à un certain moment, il va y avoir un essoufflement. Donc, ça, c'est le vrai challenge. Hein. Oui, Ouais. c'est le challenge. C'est le Donc, challenge. mais là, tout respect pour les décisions, puisque... Voilà. Mais... donc moi, mon idée, ça aurait été le bois de la Cambre à Bruxelles. Au milieu, il y a cette île qui a abrité à l'époque le chalet Robinson, qui a brûlé, et puis on a reconstruit, etc. Moi, je le voyais. Et donc, on doit y accéder via une passerelle sous l'eau. Oui, une petite embarcation. Et moi, je voyais une reproduction de la licorne en petit qui mène le public vers cet univers qui serait sur l'île, et on aurait la fusée prête à décoller, on aurait le château de Moulinsart, on aurait différents éléments de l'œuvre, très forts en symbole, le lotus bleu, tout ça, et on rentrerait dans cet espace. Donc on rentrerait dans la fusée, mais vraiment physiquement. On verrait les postes de commandement, etc. C'est devenir mon idée, ça aurait été de devenir un personnage de l'album à son tour. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a d'autres licences, les Schtroumpfs par exemple, qui s'y emploient, qui arrivent très bien. Très bien. Hein. Toi qui viens des États-Unis, Oui. les Schtroumpfs, ils sont partout, les albums. Mais voilà un bon exemple. Les Schtroumpfs ont fait une percée incroyable aux États-Unis. Et ils sont toujours aussi célèbres. Tu vas dans des librairies de comics, on appelle ça. Ils sont tous là, les Smurfs en anglais. Il n'y a pas un seul album Tintin. Mais pas un seul album non plus de la bande dessinée franco-belge. Maintenant, on parle des Schtroumpfs. Alors, les Schtroumpfs, Astérix, Black et Mortimer, Gaston Lagaffe, ils sortent encore. Il y a de nouveaux albums. Par de nouveaux auteurs. Est-ce que c'est pas aussi est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen pour Tintin de survivre, retoucher, déjà de survivre, de toucher donc du coup forcément un nouveau public. Alors en théorie oui, en pratique non, puisque Hergé ne voulait pas. Et si on est quelque peu honnête par rapport à sa volonté, et que si on essaye de rester, comment dirais-je, de rester fidèle, quelle que soit son envie ou même sa réflexion de pérennité, moi ce serait impossible, je ne pourrais pas accepter. Et alors, quel regard tu portes sur sur les initiatives justement qui peuvent peut-être toucher la jeunesse, qui sont prises actuellement? Allez, on a l'équipe de football nationale qui a porté un maillot inspiré de Tintin. On a Tintin l'exposition immersive qui fait le tour du monde. Qui est très chouette. Voilà, il y a comme ça des choses, parce que ça bouge vraiment. Est-ce que ça va dans ce sens-là du coup? Est-ce que c'est quelque chose que je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, ce qui a clairement ramener Tintin dans l'univers des jeunes, ce sont les dessins animés qui ont été réalisés dans là aussi, tu as eu un rôle à jouer. Oui. Et donc ça, effectivement, c'était un moment que c'est mon dernier grand contrat. Mais c'est clair que ça a ramené. Moi, j'étais en Inde aussi à cette époque-là. J'ai vu mais masses de gens d'enfants qui ont découvert les dessins animés et qui, du coup, ont découvert les albums.
voilà. Donc, pour moi, chaque action devait ramener à l'œuvre d'Hergé elle-même. Et à qui? À son public. Le public d'origine, la jeunesse. Mais on parle des dessins animés Ellipse, et c'est aussi quelque chose qui m'a touché à la lecture de ton livre. D'une part, bon, on a parlé de Spielberg, voilà, ça je ne connaissais pas du tout. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas l'histoire, mais j'ai vu le film qui... voilà, en 2011, moi j'étais un petit peu plus grand, mais je sais que ces fameux dessins animés Ellipse, c'est grâce à ces dessins animés-là que des tintinophiles comme Rohan, Barra et moi, on est entrés dans l'univers finalement. Et c'est quelque chose que du coup, je te suis redevable pour ça. Voilà, il y a plein de gratitude et passer ce moment avec toi et me dire tiens, il y a quelqu'un qui à un moment donné a permis à ces dessins animés d'exister et qui m'ont amené aussi aux albums. On passait de l'un à l'autre. Ça fait plaisir d'entendre. Voilà, je crois que les trentenaires et les quadras que nous sommes, c'était la porte d'entrée, c'était ces dessins animés. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et alors autre chose, c'est que nous sommes collectionneurs et tu es aussi l'homme qui a permis qui a donné des licences à toute une série d'artisans, Le Blondelienne, Aroutchev, Pixie. Qu'est-ce qui te plaisait finalement chez ces artistes-là? Ce qui m'a vraiment beaucoup plu chez eux, c'est que, comme les conversations que j'avais eues avec Nick Rodwell, qu'il fallait quand même qu'on change certaines choses dans l'exploitation dérivée de Tintin, enfin, j'avais des gens qui avaient cette sensibilité de produire quelque chose de joli et qui était un hommage à l'œuvre. Et donc, évidemment, je me battais pour éviter et pour éliminer tout ce qui n'avait aucun rapport avec l'œuvre elle-même et qui, pour finir, dénaturait les personnages. Donc, c'était devenu des personnages sandwich. Et non, c'était pas acceptable, surtout après Hergé. Donc c'était pas acceptable, et donc là, à ce moment, on a fait table rase, surtout au moment où on a pu contrôler nous-mêmes ses droits, et donc à dire maintenant d'exiger, on avait mis une charte en route, avec mes deux piliers, qui étaient Jean-Claude Jouret et Jean-Manuel Duvivier. On a mis une charte en route, et on a mis sur la table des exigences par rapport à des candidats. Et si le candidat y réfléchissait et qui revenait en disant « Ah oui, peut-être ce serait bien », eh ben alors évidemment qu'on allait accepter d'aller un peu plus loin. Si le candidat, ça ne lui convenait pas, parce que lui, c'était son produit avant tout, comme il y avait ces pubs, les Dupont qui montraient des huiles de moteur de voiture, qu'est-ce que ça a à voir? Seul avec Fruits d'or. C'était mignon, mais bon. Où est l'œuvre d'Hergé là-dedans? C'est ça. Tu vois? Et donc là, non, on a dit non, on arrête ça. Et ceux qui ne voulaient pas, ils abandonnaient, ils allaient voir d'autres personnages ou d'autres, tu vois, emblèmes. Et du coup, tu n'es pas trop sévère avec tous ces collectionneurs dont je fais partie, qui, quelque part, avec beaucoup de nostalgie, finalement, collectionnent ces objets dont tu as permis la création, parce que ça nous permet encore de vivre. Mais oui, mais c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on se trompe. Dès le départ, on était d'accord avec Jean-Manuel et Jean-Claude, donc qui étaient mes deux piliers, qu'il y avait de la place pour tout le monde, tu vois. Donc, bien sûr, c'est même touchant de savoir l'objet du désir. Ça avait été un livre qui montrait notamment des réalisations à l'effigie de personnages ou de la fusée, par exemple. Non, c'est avec plaisir même. Mais ça ne devait pas être la seule chose. C'est ça. Et ça, on était bien d'accord ensemble. On dit, on le fait avec grand plaisir, mais on ne doit pas se limiter à cela. Ce qui, malheureusement, par la suite a été le cas, puisque c'est là que se trouvent les moyens pour acheter des objets qui deviennent chers quand même à la longue. C'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, c'est ma seule, comment dire, ma seule déception quelque part, c'est que voilà, l'univers des enfants, au fur et à mesure, on l'a oublié, cet univers. Il faut être honnête. Les enfants ont grandi, ils ont un certain pouvoir d'achat et on leur donne ce qu'ils ont envie de posséder. Mais c'est vrai que pour les plus petits... que fait-on pour eux? C'est vrai.
tu as tout à fait raison. Donc, voilà. Et c'est un constat que, évidemment, je fais, Bara fait, Oui. beaucoup d'amateurs, de tatinophiles font aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui existera pour nos enfants? Voilà. Oui, J'ai un comme moteur de... J'ai un petit garçon de 2 ans, je ne Oui. sais pas du Oui. tout comment il appréhendra l'univers Oui, d'Hergé oui. dans quelques Et années. surtout qu'il va si- être sollicité par plein d'univers Mais oui. qui Oui, vont oui, être oui. plus dans l'air Mhm. du temps, on va dire. Mhm. Et c'est compréhensible. Donc il faut accepter peut-être aussi qu'à certains moments, ça va prendre une orientation qu'on n'aurait pas voulu, mais il faut aussi faut se rendre parfois à l'évidence. On te sent assez fataliste ou, pas dire pessimiste, mais Non. réaliste sur l'avenir de l'œuvre. C'est récent d'ailleurs, parce qu'il y a encore 4-5 ans, je ne pensais pas comme ça. Mais quand je vois déjà dans mon propre entourage, mes petits-enfants, mes enfants, eux, bon, presque forcément, ils étaient dans cet univers, mais mes petits-enfants, ma seconde épouse et moi, ensemble, nous cumulons 10 petits-enfants, il n'y en a que 2 qui ont été captés, et grâce à quoi? Des dessins animés. Et donc, ils ont voulu lire un album. Et là, a commencé un intérêt. 2 sur 10. Bon, le dernier à 3 mois. Oui, oui. Difficile. On va pas. Ah ben, écoute, Alain, donc dans ce livre, cette rencontre avec Spielberg, Oui. le centre belge de la bande Oui. dessinée, les dessins animés Ellipse, l'arrivée de Nick Rodwell, Oui. ton ami qui tu Oui. intègres, bon, Oui, oui. Là- Que j'étais un sang neuf dans ma vision de l'avenir, j'étais heureux. ouais, Et on était très liés, très amis. il y a énormément de choses, voilà, donc on n'aura malheureusement pas eu le temps de discuter, mais c'est pas grave parce que ça donnera envie aux gens d'aller chercher ce lire, livre. D'ailleurs, oui. grâce à toi, Oui. on va pouvoir le proposer à plusieurs tatinophiles qui nous ont contactés. Très gentiment, tu les as Oh. dédicacés. Ouais. Donc, C'est touchant, c'est très touchant. Ouais. alors, avant de se quitter, Oui. j'aimerais te demander, Oui. est-ce qu'il y a une anecdote que tu voudrais partager avec nous qui ne serait pas dans ce livre, Dans le justement? Allez. Alors, je vais commencer par une anecdote qui suit une autre anecdote qui elle-même est dans le livre. Et après, j'en donnerai une autre. Allez. Alors, l'anecdote d'abord. Quand je suis en Inde, les dessins animés sont sortis. C'est un succès monumental. Et un soir, nous habitons à l'époque dans le plus petit état de l'Inde qui s'appelle Goa. Et on travaille à partir de là avec ma seconde épouse. Et on a de temps en temps des dîners avec des amis et des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre comme ça au fur et à mesure. Et un soir, il y a une dizaine de personnes autour de nous, et dont 2 personnes ou 3 personnes qui viennent avec d'autres amis. Et l'une d'entre elles, c'est un homme, il doit avoir une 40aine d'années. On se salue au départ, bonjour, Alain Baran, lui je ne me rappelle plus de son nom. Et puis, 10 minutes plus tard, il revient vers moi, il me dit vous avez travaillé avec Hergé? Je dis oui. Pourquoi? Oh, Hergé, c'est ma passion, j'ai découvert les dessins animés, j'ai découvert les albums, c'est une passion pour moi. Et je dis ah mais c'est gentil de le dire. Et il dit et je vous ai serré la main. Il me regarde sa main, il dit je vous ai serré la main. Je ne vais plus jamais la laver. Ça c'est dans le livre. Mais je le revois, allez on va dire 5-6 mois plus tard, et évidemment tout de suite, toujours pas laver la main, non, mais maintenant que je vous revois pour une deuxième fois, c'est un miracle, je ne prendrai plus jamais de douche. Ça je ne l'ai pas mis dans le livre. Il n'y a pas tellement d'artistes, même de stars de cinéma, qui peuvent se vanter de ça. Oui, c'est vrai. Mick Jagger, peut-être. Oui. On va t'en savoir. Mais encore, alors, une anecdote qui, elle, définitivement n'est pas dans le livre, et j'en resterai là. Peut-être qu'il y aura une suite un jour. Non. Assez au début de l'époque où je travaille avec Hergé, voilà, il s'est passé quelque chose, je ne me rappelle plus exactement quoi, mais je me dis merde, j'ai commis une gaffe monumentale. J'ai dit quelque chose à quelqu'un que je n'aurais jamais dû dire. Et je me fais un sang d'encre horrible. Je me dis mais comment je vais m'en tirer? Je dois trouver une manière de m'en tirer et de dire quelque chose à Hergé parce que je suis obligé de lui dire quelque chose à propos de cet incident, on va dire. Ou cette, oui,
cette indiscrétion que Mhm. j'ai fait, que j'ai eue. Et je commence à inventer un scénario, dire bon, quand il arrivera, quand j'arriverai dans son bureau, il faudrait que je lui dise, voilà, je dois te parler de quelque chose. Et alors je crée tout un scénario pour montrer que c'est pas de ma faute. Mhm. Et que voilà, et même pas dire exactement de quoi il s'agit. Et tout est bien préparé dans mon esprit. Quelques minutes plus tard, Hergé arrive. Je sais que je vais pouvoir aller le voir. Je vais à la porte, je frappe, je rentre, et au moment que je rentre, je me dis non, je ne peux pas. Et je vais vers lui et je dis Georges, il faut que je te dise, voilà, j'ai fait une énorme gaffe. Ah, me dit-il, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors je ne me rappelle plus maintenant de quoi il s'agissait, donc je lui dis mot pour mot Mhm. la gaffe. Il me regarde, il me dit et alors? C'est pas grave. Tu vois, pour moi, j'étais arrivé à un sommet de catastrophe Mhm. et j'ai eu cette présence d'esprit de dire non, je ne peux pas lui mentir. ça. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je dois lui dire ce que j'ai fait. Et je lui dis, il dit oui, et alors? Et après, C'est encore révélateur de la belle relation que vous aviez. voilà. C'est génial. Alors, on Oui. va montrer ton livre, parce que voilà, on ne va pas se quitter sans Dans l'ombre d'Hergé. Oui, Voilà, je te le confie. voilà. Vraiment. Et alors, ce que je vais faire aussi, parce que sur Tatino Geek, donc ils le savent, on a proposé à ceux qui le souhaitaient de faire dédicacer un livre par tes soins, ce Mhm. soir, hein, ce qu'on a fait, parce qu'on Oui, aura des oui, photos. oui, voilà. oui. Et ton éditeur, Oui. Non. Racine. hein, nous a très gentiment offert un exemplaire. Oh. Ah, voilà, que l'on va pouvoir donc, une des personnes pour lesquelles à qui tu as dédicacé ce soir un livre, se verra offrir son exemplaire. Voilà, ça c'est la petite surprise. Alors, j'ai les noms de toutes les personnes à qui tu as adressé une petite dédicace. C'est numéroté, donc tu vas simplement me donner un numéro Wow. au hasard entre 1 et 14. Mhm. Et celui ou celle, eh Oui. bien, Remportera. Eh bien, ça va être très vite et très facile. Le 10, comme dans 10 janvier 1929, naissance de Tintin. le 10, c'est Patrick. Voilà, donc Patrick aura son exemplaire offert grâce aux éditions Racine, grâce à Alain. Non, Hein, bon. si peu, C'est Alain peu. qui a choisi. si peu. Mais merci surtout à vous aussi Voilà. pour ce bel instant que nous avons passé ensemble. Je crois qu'on on va s'en souvenir longtemps. Un Eh bien, moi tout aussi, grand merci. figurez-vous. C'est un honneur d'être avec toi. Merci beaucoup, C'est Alain. c'est Merci un pour privilège et un honneur Merci. pour moi aussi. Un vrai plaisir. Moi aussi. Oui. Allez, et Sherpa. Parce que Rohan, il a porté tous les livres dédicacés. Quel plaisir. Ah oui. Ouais, Ah vraiment. oui. Parce que là, Oui, oui, oui. parce que Rohan, vous le verrez dans d'autres capsules très bientôt. C'est le troisième du trio. C'est le chef. Voilà, merci beaucoup. Vraiment. Merci. Straight away, a call to Georges Remy, Hergé. Cher Georges. Ah, je suis à Paris. Oui. Bonjour, bonjour. Oui, tout est bien. A short flight and Brussels. George was there, still there. A crowd of reporters, who might well have chosen their careers because of Tintin, were there for the meeting. Comment expliquer une émotion qu'on ressent? Comment expliquer quels sont les sentiments qu'on éprouve quand on retrouve après près d'un demi-siècle quelqu'un qui a été pour vous
plus qu'un ami, c'est quelqu'un qui a, je le disais tout à l'heure, mais qui m'a ouvert les portes et les fenêtres de toute une civilisation dont j'ignorais tout pratiquement. C'était un monde que Chang m'a ouvert